Bonjour à tous, bienvenue. Alors, on a l'impression qu'on est en live sur TF1, mais c'est pas le cas, je vous rassure. On va effectivement, les conférences, elles sont filmées. L'idée, c'est aussi que du coup, vous puissiez avoir le plaisir de re-regarder ces conférences, mais aussi de regarder les conférences que vous n'avez pas pu regarder, puisque le principe du programme pendant le salon de la conférence, c'est de créer de la frustration, puisqu'il y a 2 conférences à chaque fois qui tournent en même temps. Mais donc, du coup, vous aurez le loisir de revoir en fait ces différentes diffusions. Rapidement, du coup, pour me présenter, moi, je suis le fondateur de Vertige Média, qui est un média en ligne qui est spécialisé sur l'escalade. On explore du coup cette pratique sous toutes ses coutures et ses impacts sur notre société. Aujourd'hui, on est là pour parler du coup des dessous des rééquipements de nos falaises. C'est un sujet que, alors à titre perso, je trouve hyper intéressant. Déjà parce que ce qu'on a tendance à oublier en France en tant que grimpeur, c'est que en fait, on a été assez pionniers sur ce sujet de l'équipement déjà des falaises. On a globalement 10 ans d'avance. On a eu 10 ans d'avance sur les Américains qui se sont énormément aussi inspirés de notre manière de fonctionner sur ce sujet-là, mais aussi parce que c'est un sujet qui est assez largement méconnu du grand public. Aujourd'hui, d'autant plus qu'en fait, aujourd'hui, on a une explosion du nombre de pratiquants. Mais paradoxalement, on a de moins en moins de pratiquants qui sont accompagnés par des fédérations et donc sensibilisés sur différents sujets, y compris du coup comment est-ce que les falaises sont équipées, comment est-ce qu'on en prend soin, comment est-ce qu'elles sont gérées au quotidien, etc. D'ailleurs, pour la petite histoire, la semaine dernière, j'étais à Marseille dans les Calanques pour profiter du soleil pour grimper. Et j'étais assez amusé d'entendre la cordée à côté de moi discuter justement de ce sujet de l'équipement. Il y en a un qui posait la question en disant à l'autre mais en fait, c'est qui équipe? Et le gars lui répondait ça doit être la ville de Marseille, je pense qu'ils doivent s'occuper de ça. Et après, il parlait de la solidité. Et il dit, mais du coup, tu penses que c'est checké régulièrement? Il dit, j'espère. Et en fait, j'avais trouvé ça assez intéressant de voir à quel point, en fait, on est quand même assez nombreux à rien connaître en fait, au sujet de l'équipement. Mais paradoxalement, on donne notre vie, on confie notre vie à la manière dont ça a été fait. Et aussi, au-delà du fait qu'on confie notre vie, on a tous un avis très concret sur le fait que la première dégaine est beaucoup trop éloignée, le fait que j'aurais plutôt mis le relais à gauche, etc. Donc l'objectif de cette conférence, c'est de parler de ça. Et pour ça, du coup, on va aborder différents points qui sont le rôle des fédérations et les rouages justement du financement de ces rééquipements, les pratiques officielles et officieuses, parce qu'elles existent, mais justement savoir comment les bons et les mauvais côtés de ça, comment est-ce que c'est géré, et bien sûr parler aussi d'évolution de technique, de comment est-ce que, en tant que grimpeur, on peut avoir un impact aussi, et comment on est censé regarder ce sujet, comment est-ce qu'on est censé regarder le sujet de la sécurité de ces différents points. Et donc, très rapidement, avant de donner la parole à notre invité, il est 11h10. L'idée, c'est de faire en sorte qu'on se garde une quinzaine de minutes à la fin pour qu'on puisse répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas, si pendant l'échange, du coup, des questions vous viennent, vous commencez à les noter et on y répondra à la fin. Et donc, pour cette discussion, donc, je suis ravi d'accueillir Sandrine. Bravo. Non, Van Lantengem. Okay. Voilà, j'ai checké la prononciation juste avant, qui est directrice des activités en site naturel pour la FFME, donc à qui je laisse le soin déjà de se présenter. Oui, bonjour. Donc, du coup, je m'appelle Sandrine. En fait, je suis directrice des activités et je gère la responsabilité du dossier des sites naturels d'escalade en France et dans les dom-toms. Merci Sandrine. Peut-être pour commencer, je pense que le point clé par lequel il est essentiel qu'on commence, c'est est-ce qu'on peut revenir sur comment aujourd'hui ça fonctionne la gestion des sites d'escalade naturelle? Alors en fait, c'est très simple. Il y a un partage de responsabilités. Donc du coup, d'un côté, vous avez les propriétaires de ces sites naturels d'escalade. Donc au niveau des propriétaires, vous avez soit des propriétaires privés, soit des conseils, des collectivités territoriales et l'ONF. Donc vous avez 3 types de propriétaires. Voilà. Et après, donc ce partage de responsabilités, donc ces propriétaires, en fait, ils ont la responsabilité de la garde du site. D'accord? Et nous, la Fédération française de montagne et d'escalade, en fait, nous, on prend la responsabilité, en fait, de l'équipement. Mais dans des régions où, justement, nos comités territoriaux ont les ressources humaines, en fait, pour pouvoir équiper, rééquiper et maintenir un site en toute sécurité. Voilà. Et très clair. Et du coup, concrètement, comment est-ce que ça fonctionne au niveau des financements? Parce que du coup, ça a un coût. Tout à fait.
Au niveau des financements, en fait, donc au niveau des conseils départementaux, donc voilà, donc ils ont leurs propres subventions, fonds, etc., etc. Nous, au niveau donc des comités territoriaux, soit on met en place des contrats d'entretien, donc des contrats d'entretien en fait onéreux. Sinon, il y a également des contrats d'entretien bénévoles, voilà. Et par exemple, nous, à la fédération, on met en place une bourse SNE. C'est quand même 50 000 € par an, dédiés justement à l'équipement, au rééquipement des falaises. Voilà. Bon, après, nous ne sommes pas le seul acteur, hein, voilà, parce que là, en fait, je suis la seule présente aujourd'hui. Il n'y a pas la FFCAM, mais il y a quand même la FFCAM, ils interviennent au niveau de la Durbi, au niveau, mince, en bas là, la Drôme. Il y a les Gorges du Tarn, la Durbi, ça c'est la FFCAM. Il y a les Dentelles de Montmirail, donc ils sont également présents. Il y a d'autres associations que les fédérations, il ne faut pas oublier. Par exemple, après, il y avait TNO, il y a Green Spit. Donc, en fait, on est plein d'associations, en fait, qui sont mobilisées, justement, pour préserver donc, cette liberté qu'on a de grimper en site naturel d'escalade sur des sites qui sont équipés. Voilà. Et justement, comment... Parce que ce que tu dis, c'est qu'il y a une multiplicité d'acteurs. Du coup, il y a une multiplicité de potentielles subventions, de moyens de financement, etc. Comment est-ce que vous faites pour collaborer là-dessus? Parce que les enjeux de la FFME et de la FFCAM vont différer sur certains points. Et sur ce point-là, vous êtes en frontal. Il y a un sujet de collaboration qui me paraît assez évident. Comment est-ce que ça fonctionne? En fait, par exemple, au niveau de la Drôme, donc on a un CT, on n'a plus de CT, on avait un CT défaillant. Et donc, du coup, justement, la FFCAM a pris en main donc, justement, ce département avec son CD. Et eux, ils ne mettent pas des contrats, ils appellent ça des accords de délégation, mais c'est exactement la même chose, en fait. Voilà. Mais donc, du coup, ce que tu dis, c'est que ça, y a une sorte de réflexion de répartition en fait, géographique? Alors non, pas vraiment. Non, parce que nous, par exemple, on intervient sur 470 sites en France. Après, la FFCAM, je ne sais pas, mais ils sont loin quand même de ces 470 sites en France. Voilà. Donc la répartition, voilà, c'est donc la répartition, elle se fait par site. Voilà. Et nous, en 470 sites, c'est énorme. Et par exemple, tu vois, au niveau de la fédération, dans mon département, en fait, on est 6 collaborateurs à travailler sur les sites naturels d'escalade en France. 6 collaborateurs. Et ça, personne ne le sait. Tu vois. Et du coup, comment ça marche? Parce que alors, sur le sujet du rééquipement, donc, du coup, comment est-ce que la décision elle va être prise de se dire, en fait, tel site il a besoin d'être équipé, celui-ci on n'a pas encore besoin, etc. Je vois par exemple quand je vais grimper sur certaines falaises, il y a des indicateurs qui semblent dire qu'il y a eu un contrôle qui a été fait récemment. Via Suricat. Justement maintenant. Je sais pas si, donc je pense que vous grimpez tous en falaise aujourd'hui. Et en fait, dès que vous voyez un défaut d'équipement en falaise, en fait, il faut télécharger l'application Suricat. Vous faites l'état des lieux dans telle voie, il y a un speed qui tourne, ou un relais qui est défaillant. Et là, l'alerte tout de suite est montée et on intervient assez rapidement. Alors que ça soit nous, le CT FFME, soit la FFCAM, soit un pro qui est dédié à... Voilà. Donc, mais du coup, d'une certaine manière, alors ça j'entends, et du coup, est-ce qu'à main levée, on peut, le nombre de personnes qui utilisent Suricat, qui connaissaient Suricat, peut-être juste? D'accord. Malheureusement, oui, mais c'est encore méconnu. Exactement, c'est encore méconnu. Mais du coup, c'est un point important, c'est du coup, comment ça se... Alors j'imagine que les associations aussi, les clubs locaux, en fait, ils sont potentiellement prescripteurs aussi de ce genre de rééquipement. En fait, chaque falaise a son propre fonctionnement. Et donc, c'est peut-être un club qui va intervenir, c'est peut-être un CT, c'est peut-être un prestataire indépendant par la collectivité territoriale. Tu vois, ça dépend des falaises, en fait. Tout est... Voilà. OK. Et sur le sujet, en fait, c'est assez lié, je pense, à différentes solutions qui se lancent aujourd'hui, qui sont des... par exemple, il y a une application mobile dont le représentant est assis au deuxième rang qui s'appelle OneTopo, qui est une application mobile qui permet en fait de retrouver le topo des différentes falaises, etc., mais sur lequel on va pouvoir commenter aussi. Et moi, j'ai utilisé l'appli et ça m'est arrivé de dire attention, entre le deuxième et le troisième point, il y a une prise qui bouge, etc. Est-ce que ça, dans vos réflexions, ça fait partie des... parce que, et c'est important, évidemment, il y a le sujet du financement des topos qui permet aussi justement, et en l'occurrence c'est le cas de OneTopo qui reverse, etc. Mais du coup, est-ce que vous collaborez aussi avec ce type de technologie pour faire en sorte que, au-delà des clubs, au-delà de Suricat, etc., des nouvelles tendances d'usage puissent potentiellement vous aider à prendre des décisions?
Non, pour l'instant, on est très... là, je vois au niveau de nos comités territoriaux, on est très topo papier, justement. Mais ça j'entends, mais le point peut-être, je n'ai pas été assez clair. Le point, c'est plus de dire, aujourd'hui, potentiellement, il y a des retours qui vont se faire. Oui. Oui, d'ailleurs, ça peut être OneTopo, mais ça peut être quand même ToCamp, etc., où des utilisateurs, des grimpeuses, des grimpeurs vont identifier qu'à tel endroit, en fait, il y a nécessité de rééquipement. Est-ce que ces informations-là, aujourd'hui, vous arrivez à les capter et à en faire des facteurs de décision, en fait? C'était plus ça ma question. Et ben justement, c'est via Suricat. Nous, on est vraiment... Alors, avant Suricat, en fait, on avait un système d'alerte. Et donc, on gérait... nous-mêmes ce système d'alerte. Mais maintenant, en fait, même par rapport aux autres sports de nature, en fait, on s'est aligné avec ce concept de Suricat et ça marche très, très bien. Voilà. Merci beaucoup. 1, 2, 1, 2. Magnifique, ça marche. Donc en fait, ton point, c'est de dire, c'est essentiel si on veut participer au bon fonctionnement de nos falaises, d'utiliser Suricat et de faire nos retours. C'est ça ton point? Exactement. Ok, voilà. Hyper clair. Imaginons que demain, je vais en nature, j'identifie une falaise et je me dis, mais ça, en fait, potentiellement, on pourrait y grimper, c'est pas équipé et j'ai très envie de l'équiper. Ou que ce soit équipé, comment est-ce que ça fonctionne? Qu'est-ce que je contacte? Tu prends ton perfo et tu fais des trous. Non. C'est ça, c'est ce que j'ai fait du coup. Non, en fait, la première chose à faire, si vous êtes passionné d'équipement et puis il faut aller voir le propriétaire. Voilà, tout simplement, pour lui demander l'autorisation d'équiper. Mais attention, le propriétaire, donc quand même, est le gardien du site. Donc en fait, il a la responsabilité de tout accident lié au site de pratique. Voilà, c'est quand même. Mais du coup, avoir les compétences. Il y a une procédure officielle à suivre quand même au-delà de. Je vais voir le responsable du site. S'il me dit bah oui, pas de problème, allez-y. Moi, je trouve ça intéressant de l'équiper. Après, la procédure à suivre, si c'est un conseil départemental, généralement, après tout dépend également des régions, mais en fait, je veux dire un bénévole qui est très compétent en équipement, pourquoi pas, tu vois, c'est pas. Voilà. Donc, en fait, ce que tu dis, c'est que finalement, il y a des procédures qui sont officielles avec des équipements et des rééquipements qui sont faits de manière officielle, et il y en a d'autres qui sont faites de manière officieuse. C'est ça que tu dis? Non, officieuse. Tout dépend si le propriétaire du site est en accord ou pas. Ok. C'est ça. Attention. Ouais. Du coup, ça. Parce qu'en fait, d'un côté, tu as la responsabilité de la garde du site, Ouais. d'accord. Et de l'autre côté, tu as la responsabilité de l'équipement. D'accord. Tu as un partage de responsabilité. OK. Donc, tout ce qui est équipement officieux, ça ne marche pas. Parce que tu ne respectes pas, justement, tu respectes pas le propriétaire. Si le propriétaire est en accord, en fait, un propriétaire, en fait, il ne prendra pas ça dépend. Mais bon, au niveau de la responsabilité d'équipement, il va la dédier à un prestataire ou un CT ou un CDFFCAM. Il ne veut pas prendre la responsabilité, tu vois. Voilà. Et du coup, et on le sait, aujourd'hui, il y a encore récemment d'ailleurs, il y a des voies qui sont équipées dans certains sites de manière complètement pirate. Par exemple, tu as le site dans les Calanques, là, comment ça s'appelle, qui a été équipé justement de façon... voilà, et en fait, on l'a déséquipé. Et du coup, il était déséquipé, mais ouais. Est-ce qu'il y a d'autres cas de figure où on se retrouve avec... Je sais que oui, il y a des cas de figure où il y a des voies qui sont équipées de cette manière-là et la démarche se fait dans un second temps. Et du coup, comment ça fonctionne, ça, concrètement? Par exemple, si quelqu'un qui est habilité à ouvrir et qui fait aucune démarche autre que potentiellement se mettre d'accord avec le propriétaire, ou non d'ailleurs, et qui, dans un second temps, va chercher à officialiser cette falaise, faire en sorte qu'elle soit reconnue déjà dans les topos, etc., mais qu'elle soit aussi, en termes d'assurance, etc., en termes de responsabilité, etc., que tout ça se soit cadré. Comment ça fonctionne, ce volet-là? Après, il faut pas que tu oublies, faut pas oublier quand même que il faut contracter un équipeur, en fait. S'il fait ça via un contrat de prestation, en fait, doit être assuré. Et s'il ne fait pas ça dans le cas... En fait, c'est ce volet-là qui m'intéresse. C'est si c'est un passionné qui décide d'ouvrir dans un coin, en fait,
d'une certaine manière, j'imagine que ça, on peut reconnaître les bénéfices de ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des nouvelles voies qui vont être équipées, qui vont être accessibles, etc. Mais du coup, il y a quand même un autre volet qui est, j'imagine quand même qu'il y a quand même une démarche dans un second temps qui est potentielle de faire reconnaître cette falaise et de l'officialiser auprès de la FFME, de la FFCAM ou autre. Ok. Alors moi, je peux parler que à l'échelle de la FFME. Par exemple, tu vois, nous, on a beaucoup de bénévoles qui sont passionnés, donc qui équipent bénévolement. Alors, si tu as un bénévole qui équipe une voie, donc en fait, il doit en informer le comité territorial. Et en fait, c'est le comité territorial qui va prendre en charge l'assurance de cette voie, tu vois. Après, moi, je ne peux pas parler de ce qui se passe à l'extérieur. Okay. Tu vois, non, mais parce que je ne peux pas prendre la place du propriétaire de cette fameuse falaise. Oh putain, il y a 5... mais c'est quoi ce truc-là? Il y a des points là. Comment c'est toi? Voilà, je ne peux pas... Non, mais j'entends très bien. Et ce que je trouve intéressant, et c'est ça que je cherche aussi à souligner, c'est en fait... le rôle des fédérations est d'accompagner ça et de cadrer ça. Après, vous avez aujourd'hui, il y a forcément des débordements de ça. Et en réalité, et ce que je cherchais un peu à comprendre, mais j'ai un peu la réponse aussi, c'est en fait à quel point les fédérations, elles ont une responsabilité vis-à-vis de ça. Et ce que tu as l'air de dire, mais tu me corriges si je dis n'importe quoi, c'est qu'en fait, ça peut arriver, vous pouvez très bien ne pas être au courant, mais en fait, c'est hors de votre zone de responsabilité, en fait. Exactement, exactement. Très clair. Il y a un autre point que je voulais aborder dans le cadre de cet échange, c'était le métier d'équipeur. Aujourd'hui, du coup, c'est quand même un travail de l'ombre, c'est un métier qu'on connaît assez peu. Tu parles du coup de bénévoles, on parle de subventions, j'imagine que aujourd'hui, ces équipeurs-là, ils doivent suivre une certaine formation, ils sont rattachés d'une manière ou d'une autre à la fédération. Est-ce que tu peux nous parler de ça ? Donc en fait, pour vous tracer un peu le parcours d'un équipeur, alors nous, à la fédération, par exemple, on a la filière bénévole, c'est-à-dire qu'on met en place des formations d'équipeurs. Voilà. Donc en fait, c'est tout un process à respecter, hein. Les travaux sur corde, travailler sur 2 cordes, avec la ZAP et tout ça, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et après, vous avez les formations professionnelles. Alors la fédération, par exemple, nous, on a le CQP, équipeur. Voilà, dans le premier palier de formation professionnelle. Et après, vous avez le diplôme d'état perfectionnement sportif où vous avez une semaine de formation en site naturel d'escalade, n'est-ce pas Paco? Et sinon, vous avez le milieu naturel également. Et le guide aussi, je ne connais pas par cœur le parcours du guide de haute montagne, mais je pense qu'il a de la formation également au niveau d'équipement. Voilà. Mais du coup, donc il y a un CQP, il y a une formation de co qui est précise, etc. Mais c'est un métier dont on peut vivre aussi, oui. Alors justement, c'est une très bonne question. Par exemple, pour le CQP, tu vois, on incite les jeunes en fait, c'est un CQP 2 filières, c'est-à-dire que tu as une filière encadrement et une filière équipement. Comme ça, en fait, tu vois, quand il fait beau, ils sont dehors en train d'équiper, et quand il neige et tout ça, ils sont plutôt en train d'encadrer les jeunes. Voilà, toi, parce que c'est vrai que c'est un peu vivre que de l'équipement. Bon, à moins de travailler pour un CT, une ligue ou un conseil départemental, c'est dur, tu vois. Et du coup, c'est le même diplôme, en fait, en l'occurrence, du coup, qui est le CQP en question, du coup, qui permet d'équiper et qui permet de, derrière, animer... Alors, attention, non, parce qu'en fait, c'est 2 filières. C'est-à-dire que le CQP d'encadrement, en fait, tu es limité à la structure, tu es limité à la salle, en fait. D'accord? Voilà, attention. Donc, lui, le CQP, au niveau encadrement, il travaillera qu'en salle, d'accord? Mais au niveau de l'équipement, par contre, il peut l'équiper par où? Voilà. Ok. Et du coup, c'est 2 diplômes différents, c'est ça? Exactement. Okay. Exactement. Et ils s'appellent tous les 2 CQP ouais. ou non? Okay. Oui, ouais. Okay. Et donc, du coup, l'idée, en fait, c'est de effectivement passer ces 2 diplômes-là. Alors, en fait, l'encadrement, ça s'appelle le CQP AESA, d'accord? Et après, tu as un CQP ouverture SAE ou ouverture SNE. Okay. Ouais. Tu vois, c'est vraiment 2 CQP bien différents. Et vous, au sein de la FFME, est-ce que vous avez des velléités particulières à faire en sorte que vous ayez de plus en plus de monde qui travaille sur ce sujet-là? Est-ce que vous considérez que vous avez une masse critique? Est-ce qu'il y a un enjeu de renouvellement aussi de génération? Parce qu'il y a des gens qui vont partir potentiellement à la retraite. Comment ça se situe aujourd'hui, cette problématique pour vous? En fait, tout le monde le sait, on ne se cache pas. Déjà, au niveau des professionnels de l'escalade, on en manque. Donc, au niveau de l'équipement, c'est la même chose. Voilà. Et puis, moi, je vois qu'au niveau de la fédération, on a beaucoup de bénévoles... on a beaucoup de bénévoles, exactement, ça change. On a beaucoup de, donc oui, voilà, c'est au niveau du réservoir, voilà, tu vois, donc. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a un sujet pour vous aujourd'hui de vous assurer que vous ayez de plus en plus en tout cas que qu'il y ait des gens qui s'intéressent à ce métier, qui viennent passer le diplôme, etc. Exactement, je te cache pas, par exemple, tu vois, au niveau de tous les départements, nos CT malheureusement manquent de moyens humains.
Donc on les aide justement, tu vois. Et ça, est-ce que c'est lié au fait que on a de plus en plus de besoins, ou est-ce que c'est lié au fait qu'il y a de moins en moins de gens qui s'y intéressent? Alors plus de besoins, donc cette jurisprudence de responsabilité, on a besoin, justement, on a besoin. Okay. Donc on a plus de besoins. Oui, il y a plus de besoins. Ouais. Mais potentiellement, il y a aussi... L'enjeu, j'ai l'impression, mais pour moi, tout ça est extrêmement lié, mais je le disais en introduction, on a une augmentation massive du nombre de pratiquants qui pas tous, heureusement, mais du coup, en partie, prennent le chemin des falaises, des spots de grimpe, etc. Mais avec des gens qui, aujourd'hui, ont une méconnaissance totale du milieu fédéral, en fait. Et du coup, à partir du moment où on n'a pas cette reconnaissance, en fait, du milieu fédéral, on a aussi moins d'outils pour aller sensibiliser, en fait, des gens qui pourraient être intéressés sur ces enjeux-là. Est-ce que ça, c'est un point que vous observez au sein de la FFME? J'imagine que plus les années vont passer, plus on va avoir un sujet de rééquiper des falaises, c'est-à-dire de maintenir en fait, ces falaises accessibles, en sécurité, etc. Et en même temps, si on a de plus en plus de pratiquants, mais de moins en moins de gens sensibilisés au fait que y a des fédérations, il y a des associations qui accompagnent ce type de sujet, du coup, on va être heurté à cette problématique-là. Tout à fait. Oui, et déjà nous, on essaye donc au niveau de communication, on essaye d'intervenir on essaye d'intervenir dans tous les domaines. Tu vois, nous au niveau de la formation des jeunes en club, on les sensibilise. Tu vois, même au niveau des topos, t'as plein de pages sur la biodiversité, sur le respect de l'environnement, et puis au niveau de la formation, donc on est tous d'accord, c'est-à-dire que par exemple à Paris, tu as une émergence des grimpeurs grâce aux salles privées, mais qui ne sont pas du tout formés en site naturel d'escalade. Tu vois. Donc du coup, on essaie également de développer tout un schéma dynamique du passage de la salle d'escalade au site naturel d'escalade. C'est pas la même chose. En SAE, en fait, on est des consommateurs. Faut pas se leurrer. Mais en SNE, non. Il faut pas consommer. Il faut respecter l'environnement. Faut respecter la biodiversité, les oiseaux. Faut pas jeter, tu vois, voilà, c'est une autre démarche, et ça, il faut justement qu'on forme la future génération. J'espère que nous, on est assez formés, mais je veux dire que c'est un enjeu, en fait. C'est un enjeu. Oui, et puis de faire en sorte que du coup, si des gens s'intéressent à ce type de métier, pour faire en sorte qu'on puisse maintenir l'accessibilité à ces falaises. Exactement. Et c'est grâce, par exemple, tu vois, à ce type de salon aussi. Par exemple, toi, tu as des parents qui se baladent avec leurs enfants. Ah bah tiens, c'est intéressant, tu vois. Top. Lorsque je suis présent, quand j'arrive sur une falaise, je l'abordais aussi tout à l'heure, ce côté paradoxal où il y a globalement une méconnaissance de qui entretient ces falaises, etc. Et en même temps, on donne notre vie, on confie notre vie à cet équipement. Aujourd'hui, est-ce qu'on est censé, quand on arrive sur une falaise, quelle qu'elle soit, faire une confiance aveugle à l'équipement qui a été mis en place? Ça fait partie de ta formation. En fait, non. Quand on grimpe en site naturel d'escalade, non. Il faut pas faire confiance. Voilà, il faut être vigilant sur la qualité des points, sur la qualité du rocher, après tout dépend de la période. Tu vois, par exemple, si tu vas grimper sur une falaise en Savoie après l'hiver, en fait, tu vas grimper différemment que l'été, parce qu'avec le déneigement, etc., tu vois. Mais du coup, comment est-ce que je peux vérifier? Alors, je pense que voir que le caillou est pourri et qu'il s'effrite, je vais vite m'en rendre compte. Par contre, moi, que je suis capable d'identifier que... Parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a quand même une multiplicité de scellements qui existent. Il y a des chaînés, des relais non chaînés. En fait, il y a quand même un certain nombre de... en tant que néophyte, je ne vais pas savoir en fait, que je suis en train de poser des dégaines sur quelque chose qui va être solide ou pas. Comment est-ce qu'on fait pour... c'est quoi les points d'attention en fait, que tu pourrais nous partager là-dessus? Alors, je pense que vous êtes tous au courant. En fait, c'est que nous, la fédération est délégataire de l'activité escalade, et donc dans ce registre, en fait, on édicte des normes de classement et des normes d'équipement. D'accord? Et les normes de classement, en fait, vous avez le site de bloc, après vous avez les sites sportifs, et après vous avez le terrain d'aventure. Voilà. Et les sites sportifs, en fait, ils sont équipés, entretenus régulièrement.
À la différence du terrain d'aventure qui, du coup, Voilà. on y va. Terrain d'aventure, en fait, tu as des terrains d'aventure l'échelle peut être différente, c'est-à-dire tu peux avoir des grandes voies avec un relais équipé mais pas de points. Tu peux avoir carrément des grandes voies sans rien du tout. Tu peux avoir des grandes voies avec des pitons. Donc le terrain, là, voilà. Mais en fait, le grimpeur qui sort d'une SAE, il faut qu'il aille grimper sur des sites sportifs. Et ça, en fait, nous, par exemple, sur le site de la FFME, en fait, tu as une carte nationale, tu cliques dessus et hop, tout de suite, il est référencé ce site. Si c'est un site sportif école, si c'est un site sportif, si c'est un site en terrain d'aventure, c'est référencé. Mais du coup, je ne vais pas forcément savoir s'il peut être référencé, mais je ne vais pas forcément savoir si les points ont été checkés récemment. Mais si sportif, les points sont checkés. Sinon, on déclasse. C'est-à-dire que nous, en fait, par rapport à tous les sites qu'on gère, en fait, s'il n'y a pas de contrat d'entretien, s'il n'y a pas de bénévole qui intervient sur le site, eh ben, c'est un site en terrain d'aventure. Par exemple, tu vas dans une falaise et tu remarques que le site ne respecte pas les normes d'équipement, c'est-à-dire qu'en haut, tu as une chaîne, tu as 2 points qui ne sont pas reliés, donc ça, ce n'est pas un site sportif. Tu vois ? En haut, tu as un relais où tu as une chaîne, mais ce n'est pas un mousqueton fermé, mais 2 mousquetons, mais ce n'est pas un site sportif, c'est un site terrain d'aventure. Ok, mais du coup, au sujet de ma question, qui est comment est-ce que je peux m'assurer que le site il est checké, c'est en gros ce que tu dis, c'est on va sur le site de la FFME, si la falaise elle est référencée en tant que site sportif, je me pose pas de questions, je peux y aller. Voilà. Et puis un autre là je parle parce que en fait je représente la fédération, mais en fait tout ce qui est tous les sites sportifs qui sont intégrés dans les GDESI, dans les BDESI, toutes les falaises qui sont intégrées dans ces conseils, dans ces départements, en fait, sont obligatoirement des sites sportifs. Parce que le site sportif permet la pratique à tout public. Voilà. Tout ce qui est GDESI, c'est des sites sportifs. Parce qu'en fait, un département ne peut pas faire la promotion d'une falaise avec sur des voies en terrain d'aventure, c'est pas possible. Donc en fait, tous les sites sportifs qui font partie donc, des GDESI et des PDESI sont des sites où on peut grimper. Voilà. Mais bon, en site sportif, on n'est jamais à l'abri. Voilà, c'est pas un milieu aseptisé, ça faut pas l'oublier. Hein. Voilà. Ok, donc pas forcément, parce que ta reco, c'est pas forcément de vigilance particulière sur le site à partir du moment où c'est référencé sur le site de FFME. Attention, j'insiste un peu. Ouais, non, c'était un peu lourd. Hein. Non, je rigole. non, ma reco, c'est quand, de toute façon, ma première recommandation en tant que professionnel, c'est quand vous allez grimper en site naturel d'escalade, en fait, faut avoir, c'est une vigilance, elle doit être constante. Tu vois, tu n'es jamais à l'abri, tu as une chef qui passe au sommet de la falaise, tu as une pierre qui se balance, ben voilà. Oui, d'ailleurs, tu grimpes avec un casque, voilà, et vous avez, voilà. Ouais, ce sera un sujet qui sera abordé aussi pendant les chèvres. Non, le sujet du casque. Okay, le sujet du casque. Très bien. Est-ce que, au regard de ces différents éléments de cette discussion, est-ce que ça soulève des points, des questions que vous voudriez poser? Et alors, je vois rien du tout, mais je crois que j'ai parce que je suis un peu ébloui, mais il y a une main par là-bas. Tu t'en occupes? Génial. Allô? Ouais. C'est bon? Vous m'entendez? On m'entend. Alors j'ai des questions et des commentaires. Dans les fédérations, vous avez oublié la FSGT, c'est juste qui est gestionnaire aussi de certains sites. Moi, je grimpe depuis 25 ans, je suis initiateur falaise, salle, grande voie. Je fréquente énormément de sites d'escalade différents, je fréquente particulièrement les falaises de la Seine. Et aux falaises de la Seine, il y a 3 organismes gestionnaires. Il y a la fédération, il y a le club de Montreuil, le RSCM, pour un site en particulier, et il y a le CAF. Tous les sites qui sont suivis par la FFME, globalement, sont classés sportifs. Les autres, pas forcément. Pour autant, quand on va sur place, le niveau d'équipement qui est mis en place et la maintenance qui est mise en place, moi je connais l'équipeur personnellement, elle est d'un niveau sportif. Du coup, ma question c'est, est-ce que le critère sportif, c'est uniquement un critère de la FFME ou pas? Et du coup, pour les sites qui sont suivis par d'autres fédérations ou voire par des clubs locaux, etc., comment ça se passe? Et derrière ça, j'avais la question, c'est quoi la conséquence en termes d'assurance pour les grimpeurs licenciés FFME? Si on est grimpeur licencié FFME et qu'on grimpe sur un site classé de terrain d'aventure, c'est peut-être pas la même couverture que si on grimpe sur un site classé sportif. Donc juste si on pouvait avoir un éclairage là-dessus.
Et puis je voulais juste témoigner de Suricate. Moi, je l'ai utilisé à 2 reprises sur des signalements de rochers qui bougent, etc. Une fois dans le sud et puis une fois je ne sais plus où. Ça a été assez efficace la réponse. On reçoit un signalement qui nous dit bah voilà, ça y est, le problème que vous avez signalé a été pris en compte, etc. L'énorme avantage de Suricate, c'est que ce n'est pas l'utilisateur de la falaise, l'usager, je ne sais pas comment l'utiliser, quel terme employer, qui doit se fader de trouver quel est l'organisme gestionnaire. C'est l'application qui le fait. Et ça, c'est vraiment intéressant parce qu'on l'a vu, en fait, l'escalade, elle s'est développée de manière historique, de manière très diverse en fonction des territoires. Il y a énormément d'équipeurs qui sont rattachés à des clubs ou à des fédérations différentes. Et donc, si c'est à chaque grimpeur de trouver l'interlocuteur pour faire le signalement, c'est compliqué. Le gros avantage de Suricate, c'est que c'est une application gouvernementale, c'est une application publique, il n'y a pas d'enjeux commerciaux derrière. Et puis surtout, elle centralise les informations. Je fais un signalement à Suricate, Suricate se charge de le transmettre à qui de droit, et du coup, l'intervention est rapide et efficace, quoi. Et qui ne sert pas que pour l'escalade d'ailleurs. Oui, tout à fait, qui sert pour la randonnée, qui sert pour toutes les activités de plein air, pour le canoë, enfin vraiment toutes les activités. Voilà. Je regarde mes notes. Et juste une dernière chose, souvent au pied des falaises, il y a des affichages qui donnent plein d'informations. Peut-être vous pourriez en parler vite fait. Des fois, c'est des informations sur justement quelle est la fédération gestionnaire, qui contacter en cas de problème, les règles de base de respect du milieu et des autres, des autres utilisateurs. Et de ce point de vue-là, je pense qu'il y aura encore des choses à faire parce qu'effectivement, moi je grimpe depuis 25 ans, je vois bien toute l'évolution qu'il y a de l'escalade. Et des fois, il y a des passages très rapides de je grimpe en milieu urbain, en salle, à je grimpe dehors. Et du coup, avec des pratiques qui des fois se transposent, le fait d'écouter de la musique par exemple, le fait de venir avec 3 chiens, etc. Moi, ça ne me dérange pas dans l'absolu, mais quand les sites commencent à être de plus en plus fréquentés, ça peut créer des petits problèmes de voisinage, et pas uniquement entre grimpeurs. Moi, je pense surtout aux espèces qui vivent dans les falaises. Voilà. La grimpe nocturne aussi, on peut en parler. Voilà, j'ai fini. Okay. J'espère que Sandrine, du coup, tu as une bonne mémoire. Ouais, parce qu'en fait, t'as enchaîné, j'ai même pas pu répondre, donc c'est très sympa, je te remercie. Et je pense que le premier... Non. Mais donc, du coup, je vais partir par rapport à ta dernière question concernant les panneaux d'information. Justement, alors ça, c'est très bien, j'en ai pas parlé justement. C'est que quand, en fait, tu es propriétaire d'une falaise, donc tu es responsable du gardien de la garde du site, d'accord ? Donc, du coup, tu es responsable de l'ouverture au public. D'accord ? Et donc, ces panneaux d'information permettent aux propriétaires justement d'informer le pratiquant des risques qu'il peut encourir, par exemple à la chute de pierre. Sur ces panneaux, tu as peut-être différentes préconisations, le port du casque, la structure qui est référente au niveau d'équipement, etc., etc. Et ces panneaux d'information sont essentiels justement pour que les grimpeurs prennent conscience de sa responsabilité en tant que pratiquant. OK ? Parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, mais en février 2022, en fait, on a une évolution de la loi 3DS avec le code du sport, c'est-à-dire que cette loi, donc cet article, diminue la responsabilité du gardien, d'accord, avec des risques normaux et raisonnablement prévisibles. Et donc ces panneaux d'information, justement, permettent aux pratiquants de prendre conscience, justement, du risque qu'il peut encourir en grimpant en site naturel d'escalade. Voilà. Et justement, sur ces panneaux, ce qui est très bien, c'est, comme tu dis, par rapport à la musique, attention, vous cohabitez avec certaines espèces animales, etc., etc. Et moi, je ne suis pas d'accord avec toi. La musique, c'est interdit. Ah, d'accord. OK. Bon, moi, j'insulte, je vais directement, j'agresse la corde. On sort un peu de la thématique. Hein. OK. Donc, il y avait ça. Ouais, voilà. Après, tu nous as parlé des falaises au bord de Seine. Très belle falaise. En tant que parisienne, heureusement. Voilà. Et donc, du coup, les normes de classement, en fait, c'est des normes qui s'appliquent à tout le monde. D'accord ? Donc, site sportif, terrain d'aventure, etc., etc. Mais un site en terrain d'aventure, ça ne veut pas dire que les scellements sont pourris. Par exemple, je pense que, tu vois, c'est des speeds de 12 ou c'est des broches scellées, il n'y a pas de souci, tu vois. Mais nous, je vois, au niveau de la FFME, tout ce qui est encadrement au sein de nos clubs, les brevets, donc l'initiateur escalade, justement, on a un futur derrière, au 3e rang. Un initiateur escalade, en fait, on ne sort qu'en site sportif. Nous, c'est notre politique.
D'accord, mais cette politique, en effet, ne s'applique pas à la FSGT, à la FFCAM. Chaque fédération fait ce qu'il veut avec ses licenciés. Mais nous, en fait, au niveau des sorties, on incite nos clubs à faire des sorties sur sites sportifs. C'est pour ça qu'on est très investi sur tout le plan national pour permettre justement à notre public de grimper sur des sites sécurisés, le plus sécurisés possible en fait. Mais du coup, concrètement, la question, c'était aussi sur le volet de l'assurance, c'est-à-dire parce que vous pouvez encourager en fait vos pratiquants à aller sur certains sites, mais dans les faits, du coup, les pratiquants vont sur les sites où ils veulent aller. Si je suis affilié à la enfin licencié à la FFME et que je vais grimper sur un site terrain d'Ave, à quel point du coup mon assurance, qui est une assurance qui est reliée à ma licence, ça change rien. Non, tu seras assuré, ça change rien du tout. Ok. Voilà. Et du coup. Et donc du coup, au niveau de l'assurance. Au niveau de ton assurance, que ce soit FSGT, FFCAM, FFME, autre, tu as l'individuel accident et après tu as la responsabilité civile. Mais ça ne change rien. Que tu grimpes en terrain d'aventure en site sportif. Si tu as un accident, tu voles, tu te fais une cheville, bien sûr que tu es assuré. Tu vois, il manquerait plus que, tu vois, que l'assurance. Ah bah en fait, tu es assuré qu'en site sportif, c'est pas possible. C'est pas notre pratique en fait. Et ouais. Ouais, donc si on prend l'exemple de la falaise de l'Aisne en Normandie, qui est une falaise qui est suivie par le club de Montreuil, qui est maintenue par la même personne qui fait une partie des maintenances des sites FFME, avec beaucoup de sérieux, avec des points, avec un espacement régulier, avec un renouvellement des points très régulier, il y en a encore eu cette année, etc. Pour autant, ce site reste classé terrain d'aventure. Donc, tu sais pourquoi ou pas? Est-ce que c'est le relais justement qui n'est pas chaîné? En fait, il suffit d'avoir 2 points en haut. Non. Si le relais n'est pas chaîné. Les relais sont chaînés. Bah voilà. Les points sont à intervalles réguliers. Après, ça peut être la nature du rocher, mais elle n'est pas pire. La nature du rocher ne rentre pas en compte. Ouais. Oui, mais le site, il pourrait. Enfin, pour cette falaise-là, il y a une partie des voies qui a été rééquipée de manière sportive. Alors justement pour ton information, notre norme de classement a évolué à la fédération, c'est-à-dire que maintenant, dans un secteur sportif, peut apparaître des voies en terrain d'aventure. Mais par contre, au niveau du pied de la voie, il faut que ce soit bien informé pour le pratiquant. Mais tu peux avoir des secteurs terrain d'aventure sur un site sportif. Mais du coup, comment vous déterminez le fait que c'est un site sportif? Il y a des inspections de la FFME? Oui, exactement. Exactement. C'est-à-dire qu'un site sportif répond à la norme d'équipement. Ok, mais du coup, pour les sites qui sont gérés par la CAF, pardon. Elle est pas mal celle-là. Par le CAF ou par la FSGT, c'est... Ok. Donc la norme sportive, elle peut être aussi du coup affectée à un site CAF ou... Ok. Ok. Merci. Merci. Le premier point qui était une observation et une question, enfin qui n'était pas une question, qui était plus une observation. Je pense que c'est aussi ma responsabilité de ne pas avoir cité la FSGT, mais qui est bien représentée sur l'ensemble des conférences aussi et qui sera bien présente, de par le fait qu'en fait la FSGT est... Je veux bien que vous me corrigiez si je me trompe, mais en termes de gestion d'équipement et de rééquipement, j'ai pas l'impression que ça soit une priorité fédérale et j'ai l'impression qu'elle gère en fait de manière assez anecdotique des falaises. Je sais même pas où c'est qu'il y a Autroche. Qui est la falaise qui appartient à la FSGT. Ouais. Du coup, voilà. Et je trouve que c'est bien de leur dire, c'est la raison pour laquelle ils n'ont pas été cités, c'est qu'effectivement c'est assez anecdotique en France. Top. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais, tout devant. Ouais, juste là. Ah oui, j'avais pas vu. Excuse-moi. Bonjour. Je me posais la question, est-ce que la FFME participe à des équipements à l'étranger, avec des partenariats peut-être? Je pensais aussi de Taria, où je sais qu'il y a des Français et des Espagnols qui ont participé à l'équipement pour avoir testé ce site. C'est un site qui est magnifiquement équipé, avec vraiment du matériel tout neuf et où moi je me suis vraiment sentie en sécurité. Et je me demandais si la FFME participait à des équipements à l'étranger aussi d'une certaine façon. Donc, par exemple, je ne sais pas si tu es au courant, tu sais, on a le RAP, on a des équipes, que ce soit en alpinisme, en escalade. Et par exemple, au Brésil, on a équipé toute une grande voie
Après, c'est des équipements ponctuels et voilà, mais on peut. Mais en même temps, nous, notre priorité, c'est quand même la métropole et les dom-toms avant tout. Voilà. Mais certaines voies, voilà, on est intervenu au Brésil, en Jordanie également. On a équipé des voies en Jordanie, tu vois. Voilà. Mais c'est ponctuel en fait. Et ça se fait comment? C'est des demandes qui sont locales, qui motivent le fait de le faire? Ou c'est quoi qui fait qu'on va aller ouvrir une grande voie au Brésil, par exemple? T'es grimpeur, hein. Donc en fait, tu vois cette face, tu vois que tu as beaucoup de voies qui sont grimpées justement en terrain d'aventure, sur coinceur. Et donc on essaye justement d'ouvrir une voie. Mais donc du coup, c'est motivé par le fait qu'un un licencié qui va dire, bah du coup, ce serait intéressant de porter ce projet-là. Exactement. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah oui, il y avait le monsieur devant. Bonjour, je suis néophyte dans le secteur, mais je m'interroge sur l'avenir de la pratique. On voit de plus en plus de réglementations sur certains sites naturels comme les Calanques ou autres, le Mont Blanc. On pense, et on est plutôt tous convaincus qu'il y a de plus en plus de pratiquants au global de l'escalade. Après, la partie qui migre en SNE, elle est plus fine. Quelles sont vos idées là-dessus ou les questionnements que peut avoir la Fédé sur ça? Malgré justement l'émergence de ces pratiquants voilà, tu vois, par exemple, moi je vois à Paris, c'est monstrueux, hein, les nouveaux, voilà. Et donc en fait, ça ne change pour l'instant en fait. En site naturel d'escalade, on ne voit pas la différence. Je sais pas, par exemple, Steph, qui est directrice du centre dans le Verdon, peut le témoigner. En fait, dans le Verdon, il n'y a pas plus de monde qu'il y a 5-10 ans, voire même il y a peut-être même moins de monde en fait. Voilà. Donc ça change. Et la réglementation et la responsabilité justement du propriétaire de la falaise vous inquiète pas à l'avenir avec des gens qui fermeraient des sites Après, je te cache pas que nous, on est sur tous les dossiers. C'est-à-dire, tu vois, à l'heure actuelle, il y a quand même une trentaine de sites qui sont fermés, dont une dizaine en Drôme. Voilà. Et donc, du coup, en fait, c'est un travail de tous les jours pour essayer de convaincre justement le propriétaire de garder le site ouvert. Et donc, on l'accompagne justement avec ces panneaux d'information, on l'accompagne justement en essayant de le motiver pour que ça soit un site sportif, etc., pour que sa responsabilité, en fait, soit le moindre possible, en fait. Ok. Du coup, en lien, est-ce qu'il y a un enjeu pour vous d'emmener de plus en plus de monde dehors, tous ces nouveaux pratiquants de salles et de blocs? Est-ce que dans vos prérogatives, vous se dites, faut que j'augmente la part de ceux qui vont kiffer l'extérieur, avec toutes les précautions qu'on connaît pour le milieu? Alors, nous, notre enjeu à la fédération, comme on a la délégation d'escalade, donc tu as la compète, mais en fait, tu as le loisir. Et donc, nous, à la fédération, on a un département consacré au loisir. Donc, c'est un enjeu. Et justement, par rapport à cet enjeu, je parlais tout à l'heure, en fait, c'est la formation. C'est former les jeunes à grimper en site naturel d'escalade. Voilà. Parce qu'on se rend compte que finalement, il y a une grosse marche entre la SAE et la SNE. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le sujet du rééquipement? Non, il n'y a pas de souci. C'est lié. Je me dis juste que comme Sandrine, elle est sur les sujets de rééquipement. Et après, il y a Alain Carrière dans la salle. Sinon, mais le sujet, on sort un peu. Et du coup, c'est pour ça, mais hyper intéressant. Et d'ailleurs, je pense que ça ressouligne aussi un point qui me paraît essentiel. C'est comme on a beaucoup médiatisé. Et moi-même, en tant que représentant de médias, je connais cet enjeu-là, qui est que faire des articles d'alarme sur le fait qu'il y a des falaises qui sont fermées, déséquipées, etc., c'est des articles qui fonctionnent. Ce qui fait qu'on peut avoir tendance à avoir, si on regarde les choses rapidement, l'impression qu'en fait, plus ça va, plus il y a des falaises qui ferment et plus les fédérations se désengagent. Dans les faits, les chiffres montrent exactement l'inverse, quoi. Et donc, je pense que ça, c'est important. Et d'ailleurs, moi-même, quand j'ai commencé à m'intéresser sur ces sujets-là, quand je regardais la Fédération française de montagne et d'escalade, la FFME, ils sont quand même plus concentrés sur les sujets de compétition. C'est plutôt la FFFCAM qu'il faut que je regarde. Dans les faits, en fait, c'est beaucoup plus subtil que ça. Et effectivement, la FFME, au même titre que la FFFCAM, s'intéresse en profondeur sur le sujet. Et la FSGT gère ses falaises aussi. Et puis, il ne faut pas oublier, il y a d'autres associations. Hein. Toi, j'en parlais tout à l'heure. Après, quand même, tu avais TNO. Tu as Green Speed qui est présent au salon. Tu vois, il y a d'autres associations
que les fédérations aussi. Tout à fait, ouais, qui gère ce sujet-là. Il y a quelqu'un d'autre qui a le micro. C'est moi. J'ai une petite question sur les budgets d'équipement et rééquipement des falaises. Comme disait Pierre Gaël au tout début, on a tendance à râler sur le premier point qui est trop haut, ils auraient pu faire un effort, ou voilà, ce genre de choses. On n'a souvent aucune idée de combien ça coûte d'équiper une voie, d'équiper une falaise. Moi j'ai eu la chance de discuter avec des ouvreurs, donc je sais qu'on parle de milliers, voire de dizaines de milliers d'euros, voire plus pour des sites comme les Calanques qui sont énormes. Les topos participent, mais un topo ça se vend 10 euros. Il faut vendre beaucoup de topos pour équiper une falaise. Donc tu as parlé de la bourse SNE. Donc déjà, j'aimerais savoir si tu peux donner des détails sur comment elle est attribuée, à quel site, et aussi s'il y a d'autres initiatives que tu connais. Alors justement, on va parler argent, là, business. En fait, à la fédération, les sites naturels d'escalade, ça nous coûte 1 million d'euros par an. D'accord ? Que ça soit, c'est chiffré aussi avec le bénévolat. Tu vois, on a fait, voilà. Et concernant cette bourse SNE, donc en fait, c'est 50 000 euros par an. Et en fait, c'est nos comités des territoriaux qui remplissent une demande spécifique à une falaise, et on essaye de répondre à un maximum de demandes. Par exemple, tu vois là, cette année, la bourse SNE 2024, on répond au rééquipement de 19 sites. Voilà. Dont, malheureusement, Mayotte. Donc là, du coup, c'est en stand-by. Mais voilà, c'est dans Métropole et Dom-Tom, en fait. Alors, en fait, c'est très simple. Déjà, nous, on encourage les sites sportifs, d'accord ? Voilà, déjà, premièrement. Et après, c'est l'intérêt du site par rapport aux clubs locaux. En fait, tu as vraiment une analyse. En fait, à la fédération, on a une commission SNE avec des bénévoles qui sont vraiment impliqués, comme Jean-Claude Grand, Alain Viguier, etc. Bon, je ne vais pas appeler tout le monde. Et donc, du coup, tous les dossiers sont épluchés en fonction, voilà. Par exemple, tu regardes l'Ardèche, à chaque fois, on demande à max, mais on ne peut pas répondre. Voilà. Donc, on essaie de satisfaire tout le monde sur le plan national. On n'a pas des... Voilà. En fait, là, pour l'instant, toi, en 2025, ce n'est pas encore voté. Donc, c'est minimum 50 000 euros. Moi, j'ai demandé 80. Hein. Et Voilà. on a une idée, du coup, de combien... J'imagine bien que ça implique d'arrondir très sérieusement les angles, mais une voie d'escalade à rééquiper, combien ça coûte ? Vas-y, tu as la réponse ? Moi, je ne sais pas. Je n'ai pas la réponse. En moyenne ? Ouais. Oui, après, j'imagine qu'il y a des sujets d'échelle. Oui. Pardon, donc je voulais citer l'exemple de la falaise de Lem que tu citais tout à l'heure. Donc il y a une 60-70 voies et le rééquipement à peu près intégral, c'est autour de 10 000 euros. Donc ça fait 160, environ 150 euros par voie. Sachant que ce n'est pas une falaise qui fait c'est 30 mètres de haut, quoi. Il n'y a pas de grande voie très longue. Top, merci. Moi, je vous donne un exemple, par exemple, dans les Calanques. Je ne sais pas si vous grimpez un peu à l'étranger, en Espagne, vous faites des grandes voies Auriglos et tout ça. On a vraiment de la chance de grimper en France. Parce que, par exemple, dans les voies dans les Calanques, tu vois, notre CT intervient régulièrement, même en terrain d'aventure et en grande voie, pour remplacer certains points. Par exemple, à Cap Canaille, c'est un terrain de jeu fabuleux. Et les grandes voies sont bien équipées. Ils interviennent régulièrement. Que tu vas grimper Auriglos, par exemple, dans Zulu del Monte, je peux dire que tu grimpes différemment, quoi. Toi, voilà. J'avais une question. On m'entend ? Ouais. C'était par rapport au modèle financier, justement, et la question des licences. Donc pendant très longtemps, le tarif des licences, enfin c'est toujours le cas aujourd'hui, il y a un gros différentiel entre une licence prise par un club ou prise hors club. Donc ça, je trouve que ça fonctionne bien à partir du moment où on est dans on va dire un panorama de grimpe en France qui est essentiellement assis sur des clubs. Aujourd'hui, ça a complètement changé. Il y a toutes les salles privées. Et du coup, il y a un certain nombre de gens qui fréquentent en fait les sites naturels d'escalade sans avoir de licence.
Il peut y avoir plein de raisons. Des fois, c'est parce qu'ils méconnaissent le fait que la licence existe, mais c'est aussi parce qu'il y a un frein financier. Parce qu'en fait, une licence prise hors club, ça coûte quand même beaucoup plus cher qu'une licence prise en club. Est-ce que la FFME réfléchit à ce tarif des licences hors club qui soit diminué pour qu'il y ait plus de gens qui se licencient? Parce que ça, c'est un vrai sujet en SNE. Quand vous faites le tour des falaises et que vous regardez le nombre de personnes qui sont licenciées, en fait, la majorité des personnes qui fréquentent les SNE ne sont pas licenciées. Tout à fait, tout à fait. Anne, tu veux prendre... Qui a un impact du coup sur leur équipe, parce que du coup on pourrait se dire c'est encore une question qui sort du Non, sujet, mais parce que qui a un l'idée, impact alors direct. oui, si je pose la question, c'est parce que à mon sens, mais peut-être je me trompe, Ah, mais- la licence, finance une partie de l'équipement Pas et exactement. participe à l'abondement de cette bourse. Exactement. Donc si si les licences peuvent diminuer, mais du coup il y a un calcul à faire entre on diminue le prix des licences à titre individuel pour augmenter le volume, on peut avoir du coup un niveau de bourse qui peut être plus élevé et du coup avoir un suivi d'équipement, de rééquipement et de maintenance des falaises qui soit plus conséquent, quoi. Et avant que tu répondes, Sandrine, le fait de grimper en falaise est assujetti au fait d'être licencié, point barre. Voire même est payant sur place quand vous allez au Luxembourg. Au Luxembourg, par exemple, il faut payer il y en a même qui ont pour accéder privatisé à la falaise. Il y en a même qui ont privatisé des falaises, mais en l'occurrence, effectivement, le simple fait d'aller dehors aujourd'hui en France et de pouvoir grimper sans se poser la question d'avoir une licence, une assurance ou quoi que ce soit, c'est quand même une exception française. Ouais. Et puis il peut y avoir aussi la question des licences ponctuelles. Je pense par exemple à toutes les personnes qui viennent grimper en France de l'étranger et qui du coup n'ont pas forcément de licence locale. La licence ponctuelle, c'est possible, hein, mais il faut passer par un club, il faut passer par un initiateur ou un moniteur qui va aller sur la plateforme, enfin sur l'intranet, etc., etc. Donc c'est quand même, c'est pas encore tout à fait libre, quoi. Par exemple, le fait d'avoir des affichages, on pourrait imaginer avoir au pied des falaises des affichages avec un QR code qu'on scanne. Je suis belge, je viens grimper en falaise, tac, je scanne un QR code, j'enregistre une licence, je la paye, et pour la journée où je grimpe, je suis pris en charge en termes d'assurance, et du coup, je viens abonder au budget de la FFME. Tout à fait. Anne, tu veux répondre par rapport à la licence ? Donc Anne, je vous présente Anne, elle est directrice générale de la fédération. Donc là, vous avez Alain Carrière, le président, et Anne, directrice générale de la fédération. Comme quoi les rééquipements des falaises, ça nous intéresse. Oui, non, le sujet a été traité en tous les cas à titre d'expérimentation sur cette année sur les licences, avec une licence hors club diminuée, pour très clairement pouvoir toucher plus de pratiquants. Et c'est vrai que cette facilité qu'on pourrait avoir aussi sur les licences journées, entre guillemets, ont été étendues avec des créations de licences semaines, voire 2 semaines, et qui après basculerait sur une licence annuelle. Donc sous toute cette agilité-là, on est en train de travailler dessus. On travaille aussi sur la possibilité de rendre responsive sur un téléphone qui rendrait très cohérent ce que tu proposes sur le QR code et puis qui balance directement sur la possibilité de prendre la licence directement sur la licence hors club sur le site de pratique. Et donc ça, c'est des choses auxquelles on pense. Et là où on est bien dans cette logique-là, c'est que le rééquipement des falaises, on avait imaginé à un moment un fonds de dotation qui s'appelait Rock Climber et où on imaginait que, je dirais que de manière civique, les pratiquants voudraient s'investir sur ce rééquipement. Clairement, c'est quelque chose qui n'a pas fonctionné. Et donc, on imagine de repasser sur le système peut-être plus classique de la mutualisation à travers la licence et sur le fléchage de certains projets, comme ceux des rééquipements, comme ceux de l'accompagnement de l'équipement de falaise. Et nous, ça nous paraît logique qu'à un moment, on n'ait pas que des pratiquants qui soient des consommateurs, mais qu'on ait bien des pratiquants qui soient aussi, et ça je pense qu'on le partage à toutes les fédérations, qui soient bien aussi des gens qui ont conscience qu'ils participent aussi à leur pratique sur un effort collectif, quoi. Top, merci beaucoup. Alors il va falloir je vais plus pouvoir prendre de questions, on est arrivé à la fin malheureusement. Mais en tout cas, je vous remercie du coup pour vos différentes questions. Merci Sandrine aussi pour ton temps et pour les éléments de réponse. Et je vous souhaite une excellente continuation de salon. Bonne journée.